Hello, bienvenue dans ce live, je suis Sandrine Card, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, on va parler de vos bons penchants et de vos mauvais penchants et de leur implication dans la réalisation de vos rêves, de vos plus grands désirs et de tout ce que vous avez envie de vivre dans cette vie ici et maintenant. Je vais commencer par définir ce que sont nos bons penchants et nos mauvais penchants. Hello Anne-Sophie, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas croisés, donc j'espère que tout va bien pour toi. Donc, qu'est-ce qu'un bon penchant, qu'est-ce qu'un mauvais penchant? Un bon penchant, c'est quand vous faites quelque chose qui est bon pour vous, maintenant, mais qui est bon pour vous aussi plus tard. Un mauvais penchant, c'est quand vous faites un choix qui est bon pour vous, ou en tout cas, vous avez l'impression qu'il est bon pour vous maintenant, mais qui va pas être bon pour vous plus tard. Je vais vous donner des exemples. Imaginons, par exemple, que... Allez, exemple typique, comme je suis une femme, je décide de faire attention à ce que je mange, etc. Eh ben, un comportement qui serait sur un mauvais penchant, c'est par exemple le fait de tamponner mes émotions. Hello ma belle Manon, bienvenue dans ce live. C'est le fait de tamponner mes émotions avec de la nourriture et donc du coup par exemple de me dire ok, là tout de suite maintenant je me sens pas bien, j'ai une émotion désagréable mais j'ai pas tellement envie de mettre mon nez dedans. Puis je vais aller tamponner cette émotion désagréable avec un plaisir immédiat. Donc, je vais aller manger un truc qui me fait du bien tout de suite maintenant. Mais plus tard, cette action-là va pas me faire du bien. Vous voyez, ça, c'est un mauvais penchant. Un bon penchant, c'est quand, en pilotage automatique, on fait quelque chose qui est bon pour nous. Quand on arrive dans ce monde, on a des bons penchants, on a des mauvais penchants qui sont plus... Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, mais qui sont à peu près égaux. Hello Pauline, bienvenue dans ce live. Donc, l'idée... Quand on commence à faire du développement personnel, c'est qu'on va commencer à aligner nos comportements en fonction de ce qu'on désire pour nous. En général, ce que l'on désire, c'est être plus heureux. Et puis pour être plus heureux, en général, on a besoin de s'accomplir, de se réaliser, d'avoir des projets, des rêves et de mettre des actions qui sont en alignement avec ça. Pourquoi? Parce que premièrement, quand on agit dans la direction de nos rêves, on se sent confiant. On est satisfait de nous, des actions qu'on a mis en place, de notre vie, de ce qu'on est en train de vivre. Et puis, en plus, en tant qu'être humain, on a un besoin de croissance. Si vous regardez les enfants, ils ont constamment envie de grandir. Puis nous, je sais pas pourquoi, on arrive à 18 ans et puis on se dit que ça y est, on a fini de grandir pour le reste de notre vie. Et après, on s'étonne qu'il y ait autant de dépression chez les adultes. Ben, ça vient de là, ça vient de ce besoin qu'on a à l'intérieur de nous, qui est un besoin de croissance et qu'on est invité à nourrir. Et ce besoin de croissance, il est très souvent nourri par le développement personnel pour les personnes qui font du développement personnel. Hello Seb Meta, bienvenue dans ce live. Puis surtout, ce qu'il faut comprendre avec le développement personnel, est-ce que ça veut dire que le plaisir immédiat est un faux plaisir? Non, pas nécessairement. C'est pas forcément un faux plaisir, c'est juste que y a une grande différence entre dire ah j'ai trop envie de manger je sais pas une tarte à la fraise, tu vois, et puis programmer dans ta tête le fait que ce week-end avec ta meilleure amie ou avec ton chéri tu vas aller dans la meilleure pâtisserie de ta ville, tu vois, puis tu vas déguster une tarte à la fraise par exemple, tu vois, puis tu vas créer tout un moment en fait autour de ça, versus je prends quelque chose que j'aime et je m'en sers pour tamponner quelque chose qui se passe pas bien. Hello Cory, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien ma belle Cory. C'est pareil, ça fait longtemps qu'on doit se voir et on n'a toujours pas mis ça en place. Bref, donc c'est pas que c'est un faux plaisir en fait, c'est juste que c'est un plaisir qui est immédiat, on en a besoin en tant qu'être humain, mais c'est pas le genre de choses qui va nous permettre de nous sentir vraiment heureux dans notre vie ici et maintenant et qui va nous permettre de nous accomplir. Même c'est plutôt, tu vois, le contraire. C'est-à-dire que typiquement, un plaisir intentionnel, ça pourrait être ce truc, donc tu es en train de vivre une journée de merde au boulot, par exemple, et puis tu es très stressé, tu te sens pas bien, puis comme t'as pas envie de ressentir cette émotion désagréable à l'intérieur de toi, eh ben tu vas te dire, oh, j'ai trop envie de manger ça, puis tu vas le manger. Puis tu vois, tu tamponnes l'émotion désagréable et tu fais comme si elle n'existait pas. Et ça, c'est à double tranchant, parce que premièrement, la prochaine fois, l'émotion, elle va venir encore plus fort, parce que rappelez-vous que les émotions, elles ont toujours un message à nous faire passer, puis ce qui est important pour elles, c'est qu'on puisse recevoir ce message-là, qu'on puisse comprendre le message de nos émotions. Puis quand elles ont transmis le message, elles s'en vont. Mais si on n'écoute pas le message va revenir encore et encore et encore et de plus en plus fort. C'est pour ça que les personnes, par exemple, qui vivent de l'anxiété et puis qui se retrouvent
contraints de prendre des anxiolytiques vont commencer par en prendre un, ça va diminuer le niveau d'anxiété, mais comme le message de l'anxiété n'est toujours pas entendu, ça va remonter, ils vont devoir en prendre 2 pour avoir le même effet, puis ça va rediminuer pendant un instant, et puis etc. C'est comme ça qu'on a les principes d'accoutumance. C'est parce qu'en fait, on n'écoute pas nos besoins fondamentaux et le message de nos émotions. Versus, si tu es en train de vivre une journée de merde, tu vois, et puis tu ressens du stress, tu ressens de la pression, tu ressens des trucs pas cool, puis juste tu te dis, ok, là tout de suite maintenant, c'est pas possible pour moi d'aller entrer en contact avec mes émotions. J'ai des consultations à faire, j'ai des personnes à recevoir, je dois faire mon travail, je dois rendre ce dossier à mon boss, etc., etc. À ce moment-là, tu peux très bien te dire, ok, là j'ai conscience qu'il y a un truc pas cool, je reviendrai là-dessus ce soir tranquillement à la maison, je vais faire ce que j'ai à faire, puis je reviendrai dessus. Et puis ce week-end, je vais prévoir intentionnellement d'aller passer, enfin voilà, de créer un moment pure intention dans lequel je vais vraiment vivre un moment, prendre un pur plaisir à manger cette pâtisserie avec ma meilleure amie ou mon chéri, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Et pourtant, c'est la même action. C'est le fait de manger cette tarte à la fraise, tu vois. C'est juste que le contexte dans lequel il est fait, il y en a un qui va t'apporter un plaisir, j'allais dire extrême ou maximal, mais c'est plus un vrai plaisir comme un vrai instant de partage, de prendre le temps de manger, versus quand, tu sais, on tamponne nos émotions, on a tendance à le faire vite fait, bien fait, tu vois. Et on va se gaver du truc, manger vite fait sa tarte à la fraise, et puis ensuite, comme on va culpabiliser d'avoir eu cette action, tu vois. C'est 2 choses qui sont complètement différentes. Donc, le premier est dirigé par nos mauvais penchants, et puis le deuxième est dirigé par nos bons penchants. Et la question, en fait, que je voudrais vraiment vous inviter à vous poser, puis je vous demande pas d'être obsessionnel avec ça et de vous rendre malade avec ça, parce que c'est quelque chose aussi que je vois beaucoup et je suis assez surprise de ça. Je pense que c'est lié au Covid et au fait que, comme l'industrie du coaching a explosé et que du coup, il y a de plus en plus de monde qui font du développement personnel, puis je me rends compte aussi qu'il y a de plus en plus de monde qui se mettent une pression dingue avec ça, comme si c'était un sommet à gravir le plus vite possible. Et je vous le répète dans ce live, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un endroit dans lequel il faut définitivement prendre son temps, c'est dans le développement personnel. Si vous voulez vraiment des résultats qui sont durables et qui fonctionnent pour vous, pour longtemps, qui deviennent de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser, de nouvelles manières d'être, un peu comme une nouvelle identité, il faut prendre le temps. Ça prend du temps, c'est normal. Et plus vous prenez ce temps-là, plus vous allez ancrer des choses qui sont bonnes et positives. Je crois que la plus grande erreur que je peux voir quand on parle de développement personnel, puis vraiment, si vous êtes dans ce cas, je vous jette pas la pierre parce que j'ai aussi fait ça, c'est de penser que parce qu'on lit le maximum de livres, qu'on fait le maximum de formations, notre développement personnel, il va aller plus vite. D'une certaine manière, c'est vrai, parce qu'à chaque fois qu'on rentre de nouvelles informations dans notre cerveau, on prend en compte, enfin notre cerveau, il prend en compte toutes ces informations, et puis il permet de bouger des lignes un petit peu, de nous permettre de voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez, etc. Le problème aussi que je vois très souvent, c'est que ça crée un gap entre ce que la personne qui fait de la boulimie de développement personnel croit qu'elle sait déjà. Enfin, en fait, c'est comme si... Je pense que vous avez déjà entendu ces personnes qui vous disent « Non, mais ça, Sandrine, je le sais déjà. » Puis, je le sais déjà, c'est très différent que de recevoir les bénéfices pour cette chose que l'on sait déjà. J'espère que vous pouvez sentir la différence. Par exemple, c'est très différent de dire « Ah oui, non, mais ça va, c'est bon, je sais que la méditation, c'est super, j'ai déjà essayé, tout ça. » Et puis, de dire « Ok, ça fait 2 ans, 3 ans que je médite et effectivement, ça m'a vraiment apporté quelque chose. Ça m'a permis de ne pas plonger dans mes pensées, de ne pas plonger dans mes émotions, de prendre la distance par rapport à tout ça. Ça m'a apporté plus de calme, plus de sérénité au quotidien. Quand on reçoit les bénéfices d'une connaissance, pour moi, on connaît vraiment, vous voyez. Et c'est très différent comparé à quand on essaye d'engranger le plus en plus d'informations sans mettre ces choses, sans descendre ces connaissances dans notre corps et recevoir les bénéfices de ça. Et le problème de ça, c'est ce que je peux observer en ce moment, c'est que ça crée un gap à l'intérieur de nous entre ce que l'on croit que l'on sait, puis là où on en est vraiment. Qu'est-ce qu'on met concrètement en place? Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on change notre vie au quotidien? Et très souvent, ce gap-là, ça crée une pression parce qu'on se dit « Ah, je dois absolument faire ça. »
Mais non, tu dois pas absolument faire ça. C'est intéressant de le faire si ça te fait du bien, si tu as l'impression qu'en changeant cette habitude-là, tu vas être plus heureux, plus heureuse, que du coup, tu auras plus d'énergie au quotidien pour réaliser tes rêves, etc., etc. Là, c'est intéressant. Et puis, si tu te dis, tiens, j'aimerais bien essayer la méditation, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que tu dois essayer ça, tu peux essayer tout un tas d'activités qui sont prônées par le développement personnel, parce que je crois que la méditation, je pense que ça marche pour certaines personnes très très bien, puis je pense que ça marche pas pour d'autres. Puis je pense qu'il y a des moments de vie dans lesquels ça marche très bien et des moments de vie dans lesquels ça marche pas des masses pour certaines personnes. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui est anxieuse, je vais pas nécessairement lui conseiller de méditer parce qu'une personne qui est anxieuse, elle est constamment aux prises avec ses pensées. Et puis, elle croit très fort ses pensées. Elle pense vraiment quand son cerveau s'emballe pour lui montrer le pire, du pire, du pire, du pire qui peut arriver constamment. En fait, elle rentre là-dedans. Puis, elle prend tellement ses pensées au sérieux qu'elle a sa pression artérielle qui augmente, son rythme cardiaque qui augmente. Elle commence à trembler, parfois à transpirer, qui est une vraie preuve de stress. Donc, si vous demandez à cette personne qui est complètement anxieuse de rentrer à l'intérieur d'elle et d'écouter ses pensées, vous allez juste aggraver les symptômes. Maintenant, si vous demandez, et ça ne veut pas dire que parce qu'une personne, elle est anxieuse pendant un temps, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra jamais méditer de sa vie ou que c'est déconseillé pour elle ou que c'est pas bon pour elle. C'est juste qu'en phase d'anxiété aiguë, c'est pas la meilleure des stratégies. Mais par contre, ce qui peut être bien, c'est de pratiquer de la respiration en, par exemple, 2 temps d'inspiration, 4 temps d'expiration, ou 3 temps d'inspiration et 6 temps d'expiration. En tout cas, le principe, c'est de compter le nombre de respirations qu'on fait et puis d'être très attentif à sa respiration. Parce qu'en fait, à ce moment-là, le fait de respirer de cette manière-là va venir abaisser le rythme cardiaque, va venir abaisser la pression artérielle et puis réguler le système nerveux. Et du coup, la personne va se sentir mieux. Okay, parce qu'on va passer par le corps. C'est très important de comprendre ça. Donc, la méditation, ça peut être très bien pour certaines personnes et allez-y, foncez. Il y en a d'autres personnes qui vont pas aimer pratiquer la méditation comme elle est enseignée. Peut-être que d'autres personnes vont aimer plutôt aller marcher, faire comme des promenades un peu contemplatives et tout ça. L'important, c'est que vous trouviez ce qui est bon pour vous. Et puis, pour trouver ce qui est bon pour soi, il faut expérimenter. Donc, il faut prendre le temps. Et pour trouver ce qui est bon pour soi, encore une chose, il faut être conscient de quels sont nos bons penchants et nos mauvais penchants. À quel moment est-ce que j'agis en pilotage automatique et que ce pilotage automatique, il n'est pas pour mon plus grand bien. Et quand vous vous rendez compte de ça, s'il vous plaît, ne vous jugez pas. On est des êtres humains, on a tous des bons penchants et des mauvais penchants. Alors peut-être pas Bouddha, mais moi... j'ai des bons penchants et j'ai des mauvais penchants. Et je me dois d'être attentive à ça. Et il y a des fois où je le suis pas. Il y a des journées où je sombre dans mes mauvais penchants. Et alors, c'est normal et c'est pas grave. C'est juste que le moment où je me rends compte que je me suis fait mener par le bout du nez par mes mauvais penchants, mais peut-être que ça veut dire par exemple qu'il y a une émotion que j'ai pas voulu voir. Peut-être que ça signifie que j'ai une blessure qui est remontée. Je pense par exemple, un autre exemple de bon penchant et de mauvais penchant. Imaginons par exemple que vous venez de vous séparer d'un homme ou d'une femme, enfin d'un partenaire avec qui ça ne fonctionnait pas. Cette relation-là, elle ne vous permettait pas de vous épanouir, vous ne vous sentiez pas bien dedans. Et ça fait 1 semaine que vous êtes séparés, puis c'est vous qui avez pris la décision et vous savez que cette personne, c'est pas la bonne personne pour vous. Même si c'est elle qui a pris la décision, au fond de vous, vous sentez que c'était pas la bonne personne pour vous. Puis la personne, quelques jours après, elle vous recontacte. Ce moment où vous êtes dans votre lit, un peu déprimé, parce que vous êtes en train de faire un deuil, donc c'est normal, et que la personne vous écrit, si vous répondez à ce moment-là, vous allez être dicté par vos mauvais penchants. Parce que même si c'est bon pour vous, dans cet instant, de sentir encore le lien avec cette personne-là, demain, après-demain, dans un mois, c'est pas une bonne chose pour vous. Parce que cette relation, elle fait partie de votre passé. Et à chaque fois que vous recontactez cette relation dans le présent, vous projetez votre passé dans votre présent et dans votre futur. Et c'est pas la meilleure des idées pour guérir d'une relation, puis aller se créer la plus belle des vies, puis se préparer à rencontrer la bonne personne pour nous. Donc voilà, le live de ce soir avait pour objectif d'attirer votre attention sur vos bons penchants et vos mauvais penchants. Et on en a tous. On pourrait dire que
Nos mauvais penchants, c'est un peu notre ombre. L'idée, c'est pas d'aller juger ces mauvais penchants. L'idée, c'est de prendre conscience que effectivement, on a ce mauvais penchant, que c'est normal et que c'est pas grave, on est des êtres humains. Mais juste, plus on en a conscience et moins on se laisse guider par le bout de notre nez, parce qu'on est conscient d'avoir ce mauvais penchant-là, plus on met de la lumière sur notre ombre, plus c'est facile d'avoir des comportements qui sont intentionnels. J'espère que ça vous aura servi. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.